là, il va y avoir des petites slides qui vont se lancer entre-temps. Et nous, on commencera pile dans 5 minutes. Okay. Bonjour Edwige. Bonjour Maud. Ici Charline. Ah, ok. Désolée, j'ai pas vu. Désolée. Salut Charline. Enchantée de faire ta connaissance, c'est cool. Moi aussi. Maud, tu veux qu'on passe le slide interstice? Alors, je l'ai pas prêt là tout de suite, mais je peux essayer. Normalement, ça devait être automatisé. Mais oui, absolument. On écrira NK plus tard. Alors, je vais essayer de faire un petit partage d'écran. Il me faut juste quelques minutes parce que j'ai pas du tout préparé le truc. Je me rémue. Alors, en plus, mon ordinateur, là, il a un petit peu de mal avec tous les trucs que j'ai ouverts. Ok, sinon, au pire, le slide, on va commencer quand il sera 10h pile. Et voilà. Ouais. Ça marche. Ok, bon, on voit toutes mes applications avec. Tant pis. Ah mince, on voit Slack, c'est pas terrible ça, je pense. Quand il sera pile 10h, je vais laisser la slide un petit peu. Comme il y a un petit peu de délai avec YouTube, ça nous permettra de vérifier que ça marche bien avant de parler.
Et voilà, nous revoilà. C'est parti pour le 3e talk. Juste avant de démarrer, je voudrais juste dire un petit mot sur le jeu concours dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir le lien, donc il est écrit ici, c'est ak.ms/VACD-jeu. VACD, pour information, c'est comme le Virtual Azure Community Day. Donc, je vous laisse regarder ça. On va aussi mettre le lien à l'écrit dans le chat sur le site azureday.community et sur le YouTube Mug TV, qui est donc le YouTube des communautés Microsoft. Et puis, donc, je vais enlever cette slide et puis on va passer sur la présentation de notre prochaine speaker qui est Edwige. Salut Edwige. Salut Maud. Alors, donc on va parler ensemble de quantique. Enfin, tu vas parler parce que moi, j'y connais rien. Mais juste avant de rentrer vraiment dans le sujet profond, je voudrais discuter un petit peu avec toi parce que c'est intéressant. Tu m'as dit tout à l'heure que tu allais bientôt quitter la région de Lyon et faire quelque chose d'un peu particulier qui m'a rendue un petit peu jalouse, j'avoue. Donc, dis-nous en plus. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je vais, quelques minutes après la session, je vais prendre la route pour aller chez ma petite sœur, rendre visite à ma filleule et mon neveu. Et puis, on a prévu un après-midi piscine, donc ça va être assez sympa. D'accord. C'est vrai que là, on a des personnes qui nous rejoignent d'un petit peu partout dans le monde. Donc, je sais qu'on a notamment des personnes qui viennent de Nouméa. On a eu 2 speakers tout à l'heure, Julien et Silver. Donc, eux, je pense qu'ils ne seraient pas jaloux de la piscine parce qu'à mon avis, ils ont la mer juste à côté. Donc, ils sont déjà très, très bien. Mais c'est vrai que moi, comme je suis à Paris, j'ai assez hâte d'aller dans une piscine prochainement. Et c'est pas pour aujourd'hui, en tout cas, puisque je suis avec vous jusqu'à 22h. Ouais. Mais toi, Edwige, après ton talk qui va être passionnant, tu vas pouvoir te relaxer et puis profiter un petit peu du texte. C'est ça. Surtout que je vous cache pas que c'était une grosse session à préparer. Donc j'espère pouvoir vous communiquer un max d'infos de la meilleure façon possible. Ok. C'est un gros morceau. Donc sans transition, je viens de mettre ta slide en ligne. Impeccable. Donc tu vas pouvoir démarrer dès que tu es prête. Juste un petit rappel pour les participants. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur le YouTube ou sur azureday.community. Nous, on regarde le chat pendant toute l'heure où Edwige va présenter, 45 minutes à peu près de présentation. Et puis, en fin de session, on va pouvoir lui poser vos questions. C'est parti. Allez, c'est parti. Écoutez, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je voulais faire cette session parce que je me suis rendu compte que l'informatique quantique, ça intéressait beaucoup de monde, à juste titre, parce que c'est vraiment passionnant. Par contre, c'est pas forcément hyper simple d'attaquer le sujet. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée. Ça m'a pris longtemps pour fixer les notions. Ça m'a pris... Bon, après, c'est moi ça aussi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais voilà, ça m'a pris longtemps pour préparer cette session aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que pour vous expliquer les choses au maximum, je veux dire de la façon la plus simple et sans prise de tête, je vais devoir suivre un petit peu quelques-unes de ces phrases. Alors, vous voyez, ça, c'est 3 citations que j'ai beaucoup entendues ces dernières années. La première, c'était l'une des citations préférées de feu ma grand-mère, qui disait que quand on a bien intégré quelque chose, on arrive à bien l'exprimer et sans avoir besoin de trop chercher ses mots. C'est l'un de mes objectifs aujourd'hui. Celle-là, c'était celle de mon prof de maths. Ouais, il disait des choses très intéressantes, ce monsieur. Donc, je vais tâcher de rester dans le même esprit. Et puis, la 3e chose que je vais faire, et alors là, c'est très, très important, d'avance mes excuses s'il y a des puristes du domaine ou des experts du domaine qui regardent la conf, mais je vais devoir un peu sacrifier parfois de la précision scientifique et rester un peu dans la vulgarisation ou l'approximation pour, on va dire, être sûr de mieux faire passer le message ou du moins de
mieux faire passer ce que moi j'ai compris. Donc j'ai pas vocation à me présenter en tant qu'experte du domaine. Voilà, donc je suis une simple mortelle qui essaye de vous dire ce qu'elle a compris sur le sujet. On va aborder 4 points pour justement débroussailler un petit peu le sujet. On va commencer par les bases, différence entre un bit et un qubit. Ça permet de bien faire une bonne entrée en matière, on va dire. Ensuite, on va attaquer les portes quantiques et quelques notions sur les portes quantiques parce que c'est important pour comprendre les interactions entre deux qubits. Et après, on parlera un peu de introduction au développement quantique avec Q-Sharp notamment, mais pas que. Hein. Je vais essayer de vous donner un tour d'horizon de ce qui est possible, de ce que j'ai vu qui était possible au niveau des docs et des ressources. Alors c'est parti pour la différence entre un bit et un qubit. On va le faire en 4 étapes. J'ai essayé de morceler ça à chaque fois de manière la plus découpée possible pour qu'on ne se perde pas dans les notions. La première chose qu'on va commencer par faire, c'est revenir sur deux, trois bases du bit classique. Le bit classique, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un booléen, il n'y a que 2 valeurs possibles, soit 0, soit 1. Visuellement, comment ça va se représenter? Visuellement, c'est un point. Donc on est en 0 dimension, d'accord? Ça se représente, enfin voilà, il n'y a pas spécialement de représentation associée. Et à la mesure, ce qui est important de voir, c'est que ça sera toujours 0 ou toujours 1. Voilà, c'est pas les deux, c'est pas autre chose, c'est soit l'un, soit l'autre, et c'est tout. Ce qui est important de mémoriser, donc ça c'est les 3 points importants à mémoriser sur le sujet, et l'une des différences aussi qu'il faut intégrer, c'est que il n'y a pas de différence entre ce que j'appelle l'état interne et la mesure. Et vous allez voir que pour le reste des étapes qu'on va suivre, on va garder ces trois points de vue systématiquement. On va passer par une autre étape intermédiaire. Je passe par une autre étape intermédiaire aussi avant d'arriver au qubit, qui est le bit aléatoire. J'ai discuté avec pas mal de monde de sujets pour bien comprendre le principe, dont des personnes de chez Microsoft qui étaient très sympas. Et donc la notion de bit aléatoire, c'est en fait à peu près la même chose que le bit classique, sauf qu'au niveau de l'état interne, on va ajouter la notion de probabilité. Donc c'est-à-dire que pour connaître la valeur de ce bit-là, on va avoir une probabilité que ça soit soit 0, soit 1. Et donc, comme vous le voyez sur le petit schéma, la probabilité d'avoir la valeur 0, c'est P. La probabilité d'avoir la valeur 1, ça va être 1 moins P. Bon, ça, très honnêtement, c'est pas trop compliqué à calculer. Visuellement, comment ça se représente d'un point de vue, parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai toujours besoin de passer par le visuel. Ça se représente par un segment avec 2 points, comme vous l'avez ici. Et à la mesure, quand on va vouloir mesurer la valeur de ce bit aléatoire, là encore, ça sera soit 0, soit 1, mais pas autre chose. Par contre, par rapport au slide du bit classique précédent, ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'on commence à avoir une différence entre l'état interne et la mesure. Pourquoi il y a une différence? Pour la simple et bonne raison que, vous voyez, on a la notion de probabilité. Donc la notion de probabilité, c'est que, si vous voulez, jusqu'à ce que vous effectuiez la mesure, jusqu'à ce que l'action de la mesure soit faite, on n'est pas sûr de ce que ça peut être. Certes, ça peut être 0 ou 1, mais ça peut être, je peux avoir 20% de probabilité d'avoir 0 et 80% de probabilité d'avoir la valeur 1, sans avoir plus d'infos que ça, quoi. Et j'ai beau avoir 20% de probabilité d'avoir la valeur 0, c'est quand même possible que ça soit la valeur 0 qui sorte. Ok ? Donc ça, c'est la notion, on va dire, c'est cette notion de probabilité. Par comparaison, vous voyez, le bit classique, je l'avais pas dit dans le slide d'avant, mais le bit classique, si on devait faire une analogie, ça serait un peu le ressenti. Et là, on est plutôt sur un lancer de pièces pile ou face. Un lancer de pièces pile ou face, donc vous savez les probabilités d'avoir pile ou d'avoir face, mais tant que le lancer n'est pas terminé et que vous n'avez pas la mesure qui se fait, vous ne connaissez pas avec certitude la valeur qui est derrière. Là, je passe par une 3e étape intermédiaire pour expliquer le qubit, pour expliquer la différence entre les deux. Et c'est donc une vision simplifiée. Alors,
ce slide-là, je l'ai mis parce que en fait, c'est celui-ci véritablement, c'est véritablement ça qui m'a aidé à bien faire la différence, enfin à bien voir clairement la différence entre les deux. Parce que si vous voyez, au niveau de l'état interne, là, on garde la notion de probabilité dans un coin, hein, mais ce qu'on va dire, c'est que en fait, cette probabilité, c'est plus que ça, c'est un vecteur avec alpha et bêta, que vous voyez ici, alpha et bêta. Et si vous faites alpha au carré plus bêta au carré, ça vaut 1. Donc moi, le premier truc que je vois quand je vois alpha carré plus bêta carré égale 1, directement, j'ai quand même, je me rappelle encore un petit peu de Pythagore, et donc fatalement, ça me fait tout de suite penser à Pythagore. Et effectivement, visuellement, quand on essaie de représenter ça de manière graphique, on se rend compte que ça nous donne effectivement, si on positionne alpha, bêta, etc. sur les axes qui vont bien, on obtient un triangle rectangle. Ça tombe bien, du coup, jusque-là, c'est cohérent avec ce qu'on... Si vous voulez, ça reste cohérent avec la représentation de l'état interne. Et à la mesure, qu'est-ce qui va se passer? À la mesure, quand je vais vouloir mesurer la valeur du point M, il va effectivement, là encore, valoir soit 0, soit 1, mais la probabilité d'être à 0, ou la probabilité d'être à 1 ne vont pas se calculer de la même manière. Ça va être alpha carré pour la probabilité d'être à 0, et bêta carré pour la probabilité d'être à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par rapport au slide précédent, que là, au niveau de l'état interne, on a deux valeurs qui peuvent être négatives. Parce que vous vous rappelez, hein, les carrés, un nombre négatif, vous le mettez au carré et il reste positif. Donc finalement, là, vous pouvez avoir des valeurs qui sont négatives. Donc ça veut dire que l'état interne peut être négatif aussi. Donc, juste pour faire un petit... Donc, gardez bien en tête ça. Et pour ceux qui, comme moi, sont un petit peu coincés avec la géométrie, parce que je sais que ce genre d'image, ça peut faire mal à la tête, je me suis dit que j'allais prendre un objet. Donc, je ne vous ai pas pris n'importe quel objet, j'ai pris un DVD, pas n'importe lequel, hein, le DVD du 5e élément, qui est l'un des meilleurs films de tous les temps de mon point de vue. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, ceci est un disque, un cercle, et que finalement, l'idée, c'est que votre point M, enfin notre qubit en vision simplifiée, tel qu'il est représenté ici, l'idée, c'est qu'en fait, il se balade sur le cercle. Donc, quand je dis il se balade, ça veut dire que sa valeur peut être située n'importe où sur le cercle. Okay, et sa valeur ne sera fixée qu'au moment où on va mesurer. Ça, c'est une notion aussi qui est très très importante à intégrer en informatique quantique. Ok, donc j'enchaîne. En sachant que, ah oui, il y a un petit point que j'ai pas mentionné, c'est qu'effectivement, plus là sur le dessin vous le voyez, plus on est proche d'un axe, plus la probabilité que la valeur mesurée soit tombe sur celle de cet axe est élevée. Mais là encore, c'est pas déterministe, ça peut changer. Okay, donc ça, c'est important de s'en souvenir. Et finalement, donc là, après être passé par ces étapes intermédiaires, on arrive dans le dur, ce qui est la définition du qubit. Et là, c'est un petit peu plus dense, donc désolé s'il y a beaucoup d'informations sur le slide. Au niveau de l'état interne, ce qu'on va dire, ce qu'on rajoute comme notion, donc vous gardez tout ce que vous avez en tête et vous rajoutez par-dessus. Ce qu'on va dire, c'est que alpha et bêta sont des nombres complexes. Donc vous voyez, là, on n'est plus uniquement dans l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble des réels, je sais pas comment le dire autrement en fait. Mais on va rajouter l'ensemble des nombres complexes. Et en fait, quand on se replonge dans les maths et qu'on regarde les notions liées aux nombres complexes, on voit que ce sont des nombres qui s'écrivent sous la forme R plus IC. Donc R, c'est quoi? C'est la partie réelle du nombre. I, ça va être cette fameuse unité imaginaire qui fait qu'un carré peut être négatif. Alors, je suis désolée, hein, je reviens un peu de manière brutale sur ces notions-là en maths, mais on pourra en rediscuter soit dans les questions-réponses, soit en off. Je suis obligée un peu de passer par là. Mais en gros, finalement, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous vous rappelez alpha carré plus bêta carré égale 1. Et bien, au lieu d'écrire alpha carré de cette manière, on va l'écrire R alpha plus I C alpha, valeur absolue au carré.
Et pareil pour bêta. Donc on va avoir valeur absolue de R alpha plus 6C alpha au carré, plus valeur absolue de R bêta plus 6C bêta au carré égale 1. Ok, donc c'est juste on substitue on décompose, on va plus loin dans la façon d'écrire les choses. Qu'est-ce que ça veut dire visuellement? Visuellement, ça veut dire qu'en réalité, on devrait être en 4 dimensions. Parce que vous voyez, là, on a R alpha, IC alpha, R bêta, IC bêta, donc on a 4 composants. Donc normalement, en fait, on ne devrait pas représenter ça en 3D, on devrait être en 4e dimension. Mais il y a un super monsieur qui s'appelle Félix Bloch, qui dans sa théorie, dans les grandes lignes, nous a dit, oui, mais bon, alpha carré plus bêta carré, ça vaut 1. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut procéder à un changement de repère, un peu comme quand on fait un changement de variable en programmation, finalement, sauf que là, vous l'appliquez à tout le repère mathématique. Donc on peut faire un changement de repère, et finalement, si on fait un changement de repère, on peut ramener ça à une représentation 3D. Ce qui est sympa, parce que ça nous permet quand même un peu mieux de visualiser à quoi ressemble un qubit. Et donc c'est pour ça que là, on a une super sphère. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris ma magnifique balle verte fluo. Pour ceux qui, toujours comme moi, pourraient être coincés avec la géométrie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le point, donc tout à l'heure, on avait le disque et le point, la valeur pouvait se situer n'importe où sur le disque. Et là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la valeur possible, mesurable, peut se situer n'importe où sur la sphère, d'accord? Donc n'importe où sur toute la sphère. Et qu'en réalité, on a potentiellement une infinité, donc on a autant de valeurs possibles que de points sur la sphère. Et si on veut rentrer dans les détails de ce que ça peut donner à la mesure, et en fait, comme vous vous en souvenez, la probabilité de valoir 0, c'était alpha carré. Et là, comme on substitue, comme on écrit les choses, on rentre dans le détail de l'écriture, donc finalement, c'est la probabilité de valoir 0, c'est valeur absolue de R alpha plus IC alpha au carré. Pareil pour la probabilité de valoir 1. Donc ça, c'est assez dense, j'en conviens, mais c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, par opposition aux slides encore précédentes, ça veut dire que là, comme je vous le disais, on rajoute toutes les infinités de valeurs possibles, ou de valeurs possibles, qu'on va trouver avec les complexes, avec les nombres complexes. Donc on a l'ensemble des réels, on a encore un ensemble plus grand de valeurs possibles avec les complexes. Un autre point aussi dont il faut parler, pour bien faire la différence entre bit et qubit, c'est le principe de superposition. Vous en avez forcément entendu parler. Je remets un mot, j'ai redit un mot sur les états internes, donc je rentre pas dans les détails sur ce sujet. Juste pour la petite anecdote, si vous pouvez également mémoriser ça, pour la petite anecdote, pour rappel, vous pouvez mémoriser le fait que là, on a vu globalement 2 grands types d'états possibles pour un qubit. D'accord? Chose qui est pas le cas, chose qui est pas présente pour un bit, qui s'applique pas à un bit. Les 2 grands types d'états, c'est l'état stable dit de base, donc ce qu'on a vu, c'est-à-dire il n'y a que 2 valeurs possibles, 0 ou 1. Et l'état pur, qui est l'infinité de valeurs possibles avec l'infinité de points présents sur la sphère de Bloch. Ok? Donc n'hésitez pas à garder ça en tête. Et puis, je reviens sur le principe de superposition, qui est un principe très très important parce qu'il me permet de mettre une photo de chat dans ce diaporama, donc c'est hyper important comme principe. Non, blague à part, vous avez sûrement entendu parler de ce principe-là avec l'expérience du chat d'Erwin Schrödinger, où l'idée c'était de dire, l'expérience c'était de dire on place un chat dans une boîte, si on ouvre la boîte, le chat meurt, et tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. Et finalement, le chat peut être vivant, mort, ou les deux. Ça veut dire quoi? Parce que l'expérience racontée comme ça a toujours l'air absurde et fait toujours rire beaucoup de monde, mais en fait c'est un principe qui est très très important parce que finalement ça veut dire que des états peuvent être cumulables, si vous voulez. C'est-à-dire tant que c'est pas mesuré,
Et c'est ça qui est très très important, c'est que la mesure aussi casse la superposition. Donc c'est pour ça qu'on va mesurer un qubit uniquement quand on va vouloir sa valeur, mais en ayant conscience que du coup on casse l'état de superposition du qubit et qu'on le fige, c'est-à-dire qu'on l'empêche de bouger en quelque sorte. Et on réalise cette mesure que quand on en a besoin. Mais c'est extrêmement important d'essayer d'intégrer cette notion. J'avais trouvé, pour faire une analogie, j'avais trouvé un exemple très intéressant d'un vulgarisateur scientifique et d'un docteur en informatique quantique assez célèbre. Il a fait un très bon TEDx, je vous ai mis la ressource à la fin. En gros, son exemple à lui, c'était de dire, pour vous représenter le principe de superposition, imaginez-vous que je vous dis, donc là vous êtes sur votre chaise, imaginez-vous, je vous dis, levez-vous et tournez sur vous-même dans un sens. Ok, donc ça, vous êtes en capacité de le faire, tourner sur soi-même dans un sens bien précis, on arrive tous à le faire. Et si maintenant je vous dis, ouais, mais en fait, tournez aussi dans l'autre sens en même temps. Et là, on n'arrive pas à se le représenter. Et bien, c'est effectivement cette notion-là qui est, c'est l'une de ces notions, cette notion-là, pardon, parmi tant d'autres, qui est assez compliquée à se représenter au premier abord en informatique quantique, parce qu'on n'a pas forcément, dans notre monde, on va dire, dans notre monde quotidien, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Sinon, si vous voyez ça, vous m'appelez. J'enchaîne, pour être sûr de pas trop déborder sur le temps, parce qu'il reste encore plein de choses à dire, j'enchaîne avec les portes quantiques. Et on va en voir quelques-unes, mais pas toutes, parce qu'il y en a quand même plein. On va commencer par une petite intro, parce que ce slide-là aussi m'a aidé à bien comprendre la suite de ce qu'est une porte quantique et de comment ça fonctionne. Les portes quantiques, d'une manière globale, faut pas vous arrêter, c'est pas la porte des étoiles, Stargate, etc. C'est juste un terme pour désigner un phénomène physique qui modifie l'état interne d'un qubit. Et en gros, on a 4 probabilités. J'ai mis des guillemets parce qu'en réalité, c'est des amplitudes de probabilité, mais on va dire que c'est des probabilités, d'accord, hein, ça sera plus simple pour vous comme pour moi, dans un premier temps. Et ces probabilités-là, c'est de dire, si le qubit est à 0, la probabilité qui reste à 0, elle va être notée V0. La probabilité, s'il est à 1, s'il est à 0, la probabilité qu'il devienne à 1, on va la noter V01. Etc. Vous avez compris la notation. Et finalement, en fait, quand on regarde ça et qu'on essaye de se représenter ça toujours visuellement, parce que moi j'ai besoin de passer par le visuel, on se rend compte qu'on aboutit à un arbre de décision, en fait, tout bête, que je vous ai représenté ici, en se disant, donc, je suis à 0, probabilité que je reste à 0, je suis à 0, probabilité que je passe à 1, et pareil de l'autre côté. Et finalement, une fois qu'on a dit ça, après on s'aperçoit, donc ça c'est, oui, en orange j'ai remis l'état du qubit avant la transformation. Alors avant transformation, c'est avant de passer par la porte, avant qu'on lui applique la porte. Donc l'état c'est alpha, bêta, vous vous rappelez les formules. Et puis après application de la porte, voilà les probabilités qu'on a. Donc finalement, là encore, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, en fait, ça ressemble à une matrice. Oui, parce que j'ai cherché à comprendre les explications, parce que moi, on m'a posé des matrices tout de suite, mais j'avais vraiment besoin de voir comment on en arrivait là. Donc effectivement, on se rend compte que ce type de représentation visuelle est aussi représentable par une matrice. Et effectivement, si on va encore un cran plus loin, on se dit, finalement, l'application d'une porte, si je puis dire, et là c'est pareil, hein, je résume un petit peu, finalement ça revient juste à multiplier la matrice du qubit par le vecteur de son état interne. Ok ? Puisque le vecteur de son état interne c'est ça, son état, d'accord ? Et là, on obtient une matrice. Donc, finalement, ça me semble pas mal de dire ça. Et donc, en termes de probabilité d'avoir 0 et d'avoir 1, qu'est-ce qu'on a ? On obtient ce calcul-ci. Bon, là encore, ça reste faisable. Si on va encore un cran plus loin et qu'on regarde l'une des portes dont vous avez probablement aussi entendu parler, parce que
Moi, elle s'appelle Adamar. Alors c'est pareil, moi j'entendais Adamar, je me suis dit c'est super, ça a l'air hyper intéressant. Et en fait, elle est super intéressante effectivement cette porte parce qu'elle nous permet de passer de l'état interne dit stable à l'état de superposition. Elle permet de mettre un qubit en superposition. Et ça, c'est super intéressant parce qu'une fois que le qubit il est en superposition, l'intérêt, c'est ça va nous permettre de travailler avec toute la puissance des probabilités et des valeurs possibles dans cet état. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait un qubit en superposition. Un qubit, déjà de base, sa valeur, elle se situe n'importe où sur la sphère. Un qubit en superposition, on a une infinité de points de valeur présents sur la sphère. Donc c'est super intéressant parce que potentiellement, un calcul appliqué une fois, vous l'appliquez à l'ensemble de toutes les valeurs possibles ou de toutes les probabilités de valeurs possibles. Là encore, désolé pour les puristes, mais en gros, on a la possibilité d'effectuer un calcul sur toutes les valeurs possibles du qubit dans l'état de superposition. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, bon, la petite formule, la petite formule, c'est n qubits permet de faire 2 exposant n calculs. Donc ça veut dire que potentiellement, avec 2 qubits, vous faites que 4 calculs, certes, mais avec plus de qubits, vous faites 2 exposant n, donc 10 qubits, 1024 calculs en une fois, et c'est d'ailleurs pour ça finalement qu'on sait on est certain que les clés cryptographiques finiront par craquer ou par être craquées à terme, puisque imaginez que vous avez la possibilité de tester toutes les clés ou toutes les combinaisons possibles ou toutes les valeurs possibles de clés en un seul calcul. Il vous suffit juste d'avoir beaucoup de qubits. C'est quand même terriblement puissant. Après, effectivement, on y reviendra plus tard, mais l'enjeu majeur va être de réussir à avoir plusieurs qubits, parce que ça coûte quand même relativement cher. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Je continue sur les portes à 1 qubit. On a vu Adamar, donc elle est super intéressante et super importante. On en a aussi plein d'autres, notamment une qui équivaut aux fameux notes que tout le monde connaît en algèbre de Boole, qui est poly X. Elle échange alpha et bêta. Donc, voilà, alpha elle vous permet d'échanger les valeurs, quoi. Donc, finalement, si vous avez une forte probabilité d'avoir 0, ça c'est alpha, et en fait, cette probabilité d'avoir 0 deviendra la probabilité d'avoir 1. Donc, ça switch les valeurs entre les deux. D'ailleurs, un exemple pour créer un qubit à 1, parce que de base, quand on crée un qubit, il est entre guillemets à 0, et justement, un exemple pour le créer à 1, c'est de lui appliquer poly X. Bon, il existe d'autres manières, hein, mais c'est une des manières parmi tant d'autres. On a aussi notre ami poly Y, qui lui va lui aussi échanger alpha et bêta, mais il va transformer les parties réelles en imaginaires, et vice-versa. Donc vous vous rappelez, c'est R alpha, IC alpha, R bêta, IC bêta qui vont être transformés. Enfin, la partie réelle transformée en imaginaire et réciproquement. Poly Z aussi qu'on voit souvent, celle-là de mémoire alpha ne change pas, mais bêta devient moins bêta. Bon, c'est comme ça. Il y en a plein d'autres. C'est hyper intéressant de les tester, les manipuler, donc n'hésitez pas, je vous montrerai après, c'est assez simple à faire. On continue, parce que j'imagine que vous devez être curieux curieux de parler ou d'entendre parler des interactions entre 2 qubits. Alors moi, c'est un sujet qui m'a bien questionné. Parce qu'en fait, au départ, j'avais dit à un interlocuteur, j'avais dit, mais en fait, ça serait super cool de pouvoir se représenter visuellement 2 qubits en 3D. Parce que vous savez, j'aime bien les représentations en 3D, c'est sympa. Donc je pensais bêtement au départ qu'en fait 2 qubits, c'était 2 sphères, quoi, l'une à côté de l'autre, bêtement. Et en fait, pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est plus que ça, en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas représenter graphiquement, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on devrait être en 8 dimensions. Parce que 4 dimensions, c'est
vous vous rappelez les 4 dimensions de la sphère de Bloch, mais que Félix Bloch a dit non, mais en fait, on peut ramener ça en 3D moyennant le changement de repère. Ouais, mais là, en fait, on peut pas parce que de base, on est en 4D entre guillemets x2, donc on serait en 8 dimensions. Et 8 dimensions, si quelqu'un sait dessiner, c'est cool, mais à date, moi, je sais pas, j'ai cherché et on sait pas faire. Vivement qu'on sache faire, pour être sympa. Non, concrètement, blague à part, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un ensemble non séparable. C'est pas 2 qubits distincts, c'est pas 2 qubits liés, c'est pas 2 qubits ensemble, c'est un ensemble non séparable, et c'est même pas plus gros en fait, parce que je me suis dit, ah tiens, en fait c'est plus gros, non, c'est pas la taille qui compte, c'est pas plus gros, donc rien à voir. Pour représenter ça, autrement que graphiquement en fait, parce que du coup si on sait pas le représenter graphiquement, je suis coincée en fait, je suis obligée d'en revenir un petit peu aux notations mathématiques ou on va dire au moins algébriques, enfin d'algèbre linéaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le noter sous cette forme 0, 0, donc 0, 0, ça veut dire que vous avez le premier qubit à 0, le deuxième à 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça, c'est les états, on va dire, c'est les états, les états possibles pour les 2 qubits. Mais du coup, on n'oublie pas notre notion, rappelez-vous, il faut bien qu'on la garde, notre notion de probabilité. Donc là, c'est pour ça que je l'ai remise dans l'expression ci-dessous, qu'on garde bien en tête le fait que, oui, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, mais avec une probabilité devant. C'est toujours pareil. On a V0, 0, enfin, V0, 0 d'obtenir la probabilité 0, etc. Ok, j'ai remis les mêmes numéros ici. Donc à chaque fois, on garde bien notre notion de probabilité d'avoir une valeur pour chacun des qubits. Ok ? Hop. Et finalement, quelles sont les portes à 2 qubits? Parce qu'après, je me dis, ok, bon, maintenant que j'ai compris ce que c'était qu'une porte, maintenant que j'ai compris les portes à 1 qubit, maintenant que j'ai compris brièvement ce que c'était que le 2 qubits, que font les portes à 2 qubits dans ces cas-là? Les portes à 2 qubits, déjà, le truc que j'ai fini par comprendre, mais qui n'était pas forcément méga clair tout de suite, c'est qu'en fait, on les appelle des portes contrôlées. Et on les appelle des portes contrôlées, pourquoi? Parce que par convention, et puis parce que c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, le premier qubit, ça va être le qubit de contrôle, et le deuxième qubit, c'est le qubit qu'on va appeler cible, ou target, vous verrez souvent dans la doc en anglais. Et les effets de ces portes, donc, alors là, je vous ai pris l'exemple de control note, donc qui est C-note, qui est en fait à peu près la même chose que, vous vous rappelez tout à l'heure, poly-X note, mais appliqué à 2 qubits. Donc l'effet, ça va être son effet à elle, ça va être de changer la valeur du deuxième qubit, mais uniquement si le premier qubit est à 1. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, ok, donc en fait, la notion de contrôle, ça implique aussi potentiellement la notion de condition. C'est-à-dire qu'on va regarder le premier qubit de contrôle, donc entre guillemets, la condition, si je puis dire, c'est pareil, je caricature. On a une condition sur le qubit de contrôle, et si cette condition est remplie, alors on change la valeur du deuxième qubit. Donc potentiellement 1, 0 devient 1, 1, 1, 1 devient 1, 0, et par contre, aucun changement pour 0 et 1. Pourquoi? Parce que le qubit de contrôle, donc le premier qubit, est à 0. Tout bêtement. En sachant qu'il y a forcément autre chose dont vous avez sûrement entendu parler et sur lequel j'ai bossé, enfin j'ai investigué, on va dire, j'ai cherché à comprendre, c'est que 2 qubits qui passent par la même porte, donc sur lesquels on applique une porte, se retrouvent intriqués. Et là, on en arrive à la notion d'intrication. Et la notion d'intrication, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là encore, vous vous rappelez, moi dans ma représentation, je me disais, ils sont liés. Mais en fait, toujours pas, en fait, parce qu'ils peuvent pas être juste liés, étant donné que de toute façon, c'est un ensemble indissociable. D'accord? Donc, ils sont. C'est comment dire? La notion d'intrication rend juste les qubits impossibles à séparer. Voilà, ils sont inutilisables séparément, ça on le savait, mais ils sont pas séparables. Et même mathématiquement, après, ils ne le sont plus.
C'est ça la principale notion à retenir. J'ai toujours pas trouvé de façon de le représenter graphiquement, mais c'est pas grave, on continue. J'ai compris aussi que lorsque on est en état intriqué, on est dans un état interne qui est dit mixte. Donc ça veut dire que, vous vous rappelez de la sphère, on prend la sphère. Alors, deux qubits intriqués ne sont pas représentables graphiquement, mais on va dire que ça marche pendant 3 secondes. Et en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était possible d'être représenté par une sphère? Ça voudrait dire qu'en fait, au lieu d'avoir des points qui sont seulement sur la sphère, ils peuvent être à l'intérieur aussi de la sphère. Ok? Et toujours, c'est vraiment, j'insiste très lourdement là-dessus parce que je veux pas me faire jeter des pierres par la communauté quantique. C'est vraiment, c'est pas ça, mais si on essayait de trouver une analogie, celle qui s'en rapprocherait pourrait être ça. Ok? Donc pas seulement des points sur la sphère, mais potentiellement dedans. Donc imaginez la quantité de la quantité de valeurs possibles et la quantité de probabilités associées à ces valeurs. C'est encore plus important et il y en a encore plus, l'infinité de valeurs possibles est encore plus importante. En sachant que 2 points encore importants à mentionner sur l'intrication. C'est que l'intrication, bien sûr, elle se reporte sur ça se reporte entre guillemets sur la mesure. Hein. Ça se reporte pas sur le passage de la porte ni la porte en elle-même, si vous voulez. C'est vraiment au niveau de la mesure que c'est intéressant. Ok. Et justement, en quoi c'est intéressant? C'est parce que une fois qu'on va mesurer un qubit, on va mesurer tout le registre de qubits. C'est-à-dire, là, au départ, dans les slides précédents, quand on était sur un qubit, on est sur un registre de 1 qubit. Donc, quand on mesure un qubit, on mesure la valeur que d'un seul qubit. Okay? Mais là, dans un registre avec 2 qubits intriqués, lorsqu'on va mesurer la valeur de l'un, n'importe lequel, pas forcément le premier, voilà. Lorsqu'on mesure la valeur de l'un, n'importe lequel, en fait, vous mesurez la valeur de tout le registre en une seule fois. Donc potentiellement, ça veut dire que lorsque vous effectuez une mesure sur tout un ensemble de probabilités, si je puis dire, c'est pas complètement exact, mais on va dire que c'est ça, de probabilités encore plus importants en une seule fois. Ok ? En sachant, ah oui, point très très important aussi qu'il faut que je précise, en sachant que bien évidemment, lorsque on va mesurer un qubit, lorsqu'on va vouloir mesurer un registre, de 2 qubits, il ne faut pas le faire avant le passage de la porte, avant l'application de la porte, il faut le faire après, puisque rappelez-vous bien, lorsque l'on mesure un qubit, on le sort de son état de superposition, on le fige, d'accord? Donc on lui dit arrête de bouger, entre guillemets, et là il bouge plus, mais c'est pareil, hein, c'est caricatural. Et ensuite, donc ça le sort de son état de superposition. Et si ça le sort de son état de superposition, l'intrication après est plus possible. Donc on a besoin on va effectuer cette mesure qu'une fois que l'intrication sera faite. Là, je crois que j'ai fait le tour de ce sujet. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais on va dire que ça passe. Au pire, on m'arrêtera, puis ça laissera plus de temps pour les questions-réponses, ça laissera plus de temps pour revenir sur le sujet. Là, je vais faire un petit tour d'horizon avec vous, introduction au développement quantum, parce qu'il y a plein de choses, ça avance super vite, super vite. Ça serait encore plus cool si on pouvait faire plein de tests avec des ressources cloud, mais ça coûte cher. Je le rappelle ici. Hein. La première question qu'on peut se poser quand on veut se mettre au développement quantum, c'est déjà, est-ce que je vais pouvoir accéder à des vrais qubits ? Alors, la réponse est oui, c'est possible de faire la demande auprès des fournisseurs de cloud notamment, mais ça va être possible que si le projet est sérieux, que vous remplissez un petit dossier sur le sujet, parce que c'est très coûteux à date, et fatalement, pour s'affranchir de ces coûts-là, c'est préférable, on va dire que vous savez, c'est comme pour l'utilisation de certains
certaines machines en recherche et développement, on ne va pas vous laisser vous servir d'un accélérateur à particules si vous n'avez pas un projet de recherche sérieux. C'est ce qui a du sens. Donc là, c'est à peu près la même idée, concrètement. Ce qui est intéressant quand même pour les développeurs, parce que n'oublions pas que j'ai un point de vue moi de dev à la base. J'ai un point de vue de dev qui s'intéresse à tout. Et ce qui est sympa pour les devs, c'est que le langage Q#, il ressemble beaucoup à C# et à Python. Donc s'il y a des aficionados du Python, vous serez pas trop perdus. Moi qui connais les deux langages, j'ai pas eu trop de difficultés à assimiler les fonctionnements de Q#. Ceux qui connaissent pas C#, rassurez-vous, si vous connaissez C++, C#, c'est C++++, donc vous serez pas perdu non plus. La seule chose qui est un peu différente, c'est que en Q#, on est sur de la programmation par opération. Voilà, donc ça change quelques petites choses, notamment au niveau de la façon de coder, mais bon, on va pas être sur du séquentiel, on va pas être, il y a de l'objet, mais c'est plutôt, voilà, on fonctionne par opération, c'est-à-dire on applique des opérations sur des variables. Donc, typiquement l'application d'une porte, Hadamard, poly X, poly Z, etc. C'est une opération que vous appliquez à un qubit, tout bête. On y reviendra juste après. Il y a quelques spécificités quand même qui sont au niveau des variables, notamment. Ça, je le mentionne très rapidement, mais de toute façon, je vous laisserai aller parcourir la doc parce que on me souffle dans l'oreillette qu'il me reste 10 minutes, donc je vais boucler très rapidement. Je vous laisserai aller voir les spécificités qu'il y a, comme je disais. Donc, mais sur les variables, ce qui est intéressant ce à quoi il faut prêter attention, c'est que les variables ne sont pas mutables. C'est-à-dire qu'une fois qu'une variable a une valeur, vous pouvez pas la changer comme ça. C'est pas plus mal d'un autre côté, de mon point de vue, parce que ça va permettre d'une certaine manière de peut-être endiguer certaines mauvaises pratiques de dev qu'on peut croiser à droite à gauche. Et finalement, ça force un peu de facto à éviter le code spaghetti, ce qui, de mon point de vue de craftwomanship, de software craftwomanship, est pas une mauvaise chose. Il y a des spécificités aussi au niveau des syntaxes propres au QDK, donc le Quantum Development Kit. D'ailleurs, ce Quantum Development Kit, vous pouvez l'installer en local ou l'utiliser directement via les notebooks Jupyter. En sachant que j'ai appris aussi qu'il était possible, j'ai vu tout à l'heure aussi, qu'il était possible d'avoir un espace dans le cloud et on va dire un espace de travail, un workspace directement dans le cloud sur lequel on peut travailler en direct avec le QDK sans avoir besoin de passer en local. Ça peut être intéressant, j'ai pas encore testé. Ce qu'il faut retenir par contre, et c'est pour ça que je vous ai mis ce schéma, c'est que finalement, comme je vous le disais, si on n'a pas la possibilité d'utiliser des vrais qubits, qu'est-ce qui se passe alors finalement? Eh ben, ce qui se passe, c'est que vous avez votre programme Q# et en fait, vous avez des simulateurs. Et ça permet déjà de faire pas mal de choses. Ça permet déjà de se familiariser avec le langage, avec les syntaxes, comme je le disais, le mode de programmation qui est un petit peu différent, mais qui, de mon point de vue, s'intègre pas mal. Ça vous permet de vous familiariser avec les routines, le code, les librairies, etc. Et puis, surtout, d'expérimenter, on va dire, pour être prêt potentiellement le jour où on pourra vraiment s'en servir. Ça va être trop bien. Et voilà. Et du coup, comment ça fonctionne? Votre programme Q#, il tourne, il est envoyé au simulateur. Là, vous avez le QDK qui rentre en action et qui va faire le nécessaire pour qui va interagir avec le simulateur Quantum pour finalement vous renvoyer le résultat dans votre programme. Donc typiquement, à quoi ça ressemble? Allons-y, jetons un petit coup d'œil. Hop. Jetons un petit coup d'œil. Alors c'est pas un programme de fou, je sais pas si on voit bien. Je peux peut-être zoomer par... Ah oui, non, déjà, en fait, je vais le mettre sur la bonne fenêtre, ça sera bien. Ouais, voilà. Voilà. Alors, view. Je sais pas si on voit bien. Je vais partir du principe que si on me dit rien, c'est que oui. Bon. C'est un petit programme tout bête, mais c'est juste déjà pour se familiariser avec un peu petit. Alors, attends, j'essaye de zoomer.
Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? View. C'est un peu petit. Alors désolé, hein, j'ai changé de machine il n'y a pas longtemps et je suis perdue. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Normalement, on recommande de ne pas changer de machine, mais non, bon, j'arriverai pas à faire mieux. Mais de toute façon, si besoin, je pourrais vous partager le code. Je suis navrée si c'est un peu petit, parce que l'effet de zoom ne fonctionne pas. Mais de toute façon, je pourrais. C'est du code que vous pouvez retrouver n'importe où, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas inventé l'eau chaude sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est pas dit que je l'ai inventé l'eau chaude tout court. Mais concrètement, voilà, c'était juste histoire d'expérimenter. En fait, je peux même vous montrer un autre. Ouais, je vous montrerai la doc juste après. Mais en gros, quand on regarde en détail, donc on a des opérations, voilà. On peut effectivement écrire notre code là-dedans. Ce qui est important pour définir le point d'entrée de votre code, donc le main en quelque sorte à l'ancienne, c'est de positionner cet attribut pour dire mon point d'entrée, il est là. Donc mon point d'entrée, say hello, je fais un hello world. Et puis après, j'appelle ces deux méthodes-là, et en fait, je voulais juste comprendre un peu comment ça marchait. Donc là, on crée un qubit, et après, on applique des portes. Donc là, j'ai appliqué X, 2 fois Hadamard, et puis X pour voir un petit peu les valeurs que ça me sort. Ici, là, j'ai fait une autre méthode où, en fait, je répète l'application des portes dans une boucle. Donc là, vous voyez, ça change un petit peu de la syntaxe qu'on connaît, hein, for i, in 0, 2 petits points, 5. Ça change un petit peu, mais bon, ça reste trivial. Ce qui est intéressant de voir, c'est après comment on lance le code. Donc vous avez, là c'est VS Code, mais vous pouvez le faire avec Visual Studio et comme je disais tout à l'heure avec les notebooks. Et ici, on fait, dans le terminal, on va faire un .NET Run, vous voyez. Et ça va nous, donc là ça va, comment ça s'appelle, le programme met un petit peu de temps à répondre, hein, c'est le temps que le simulateur fasse le boulot avec le QDK, etc. Et ensuite, une fois que voilà, on a le refresh, une fois qu'on a comment ça s'appelle, une fois que le programme, enfin Visual Studio Code a récupéré le résultat renvoyé par le simulateur, il vous l'affiche dans le terminal. Et effectivement, donc ça se rafraîchit ici. Et on voit, alors bon, là j'ai tout qui est à 0, c'est pas de bol, mais j'avais fait des tests tout à l'heure et on avait quelques qubits qui passaient à 1 après l'application de certaines portes, etc. Là encore, c'est pareil, c'est pas parce que la mesure nous ressort le résultat 0 ou 1 que les probabilités étaient à 0 pile ou à 1 pile. Vous voyez, il faut que je continue à travailler là-dessus pour essayer de faire afficher les probabilités potentiellement qui étaient associées avant la mesure, en fait, si je puis dire. Le problème, c'est que quand on veut lui faire afficher les probabilités des valeurs, des valeurs possibles, d'une certaine manière, on accède à l'information, et lorsqu'on y accède, on fige. Donc, c'est encore un peu compliqué pour moi de bien cerner la meilleure façon de travailler avec ces qubits, mais ça progresse. Ce que vous pouvez remarquer ici qui est pas mal, c'est cette notion de 0 là en toutes lettres, parce qu'effectivement vous le voyez ici. Là, dans cette méthode, bon, je fais un M, donc j'applique l'opération M. M, c'est l'opération measurement, mesurer, ou mesure en anglais. Et en fait, cette opération, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous retourner un des deux types possibles, et littéralement, ça va être 0 ou 1. Et ça va être écrit tel quel, en fait, 0 or 1. Et bon, j'avais jamais vu ça j'avais pas encore vu ça dans un langage de programmation. Bon, peut-être que j'en ai pas assez fait non plus, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Et finalement, donc ça, on va dire, ça vous retourne l'état, 0 or 1, le type en fait. Et après, si vous voulez ramener ça à une valeur entière, donc 0 ou 1, on peut effectivement utiliser cette opération qui fait result arrays
array, pardon, as int, désolé pour l'accent, de l'état, et là, ça vous ramène le 0 en 0 et le 1 en 1. En sachant qu'ici, ce qui est important de faire aussi, c'est de potentiellement réinitialiser, remettre le qubit à 0 pour la suite de l'itération. Voilà. Je reviens rapidement sur les slides, juste pour vous montrer les ressources. Les ressources sur lesquelles je me suis basée, et la liste est longue parce qu'en fait, il y a vraiment plein de choses. Ce TEDx-là est très sympa. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, le vulgarisateur, le docteur en informatique quantique et vulgarisateur américain, qui est vraiment très sympa. Puis en plus, j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, hein, mais ça serait vraiment, ça c'est vraiment, on a des valeurs en commun, et si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à regarder son TEDx parce que vous devriez retrouver des choses qui vous parlent. Je me suis un peu basée sur ce qu'il avait raconté pour écrire certaines choses ici. Le blog de Microsoft Quantum est pas mal fait non plus. Je suis pas passée sur les pages web parce que je voulais vous montrer plein de choses dans la doc, mais bon, on n'a pas le temps. Au pire, faites-moi un mail ou pinguez-moi et je vous donnerai tout ce que j'ai trouvé en termes de liens. Il y avait un webinar, il faut savoir qu'il y avait un webinar, et il y a régulièrement des webinars sur le sujet. Le dernier, il était le 7 mai, et il y avait même un workshop le 16 juillet. Donc, n'hésitez pas, là encore, si ça vous intéresse, à aller dans ce type d'événement, parce que c'est en ligne, en plus, c'est en ligne, et c'est gratuit, et c'est franchement sympa. Et puis enfin, là, je vous ai remis le lien vers la documentation officielle de QSharp. Voilà, j'espère que c'était clair et compréhensible. Si c'est pas le cas, ou si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas, ça me permettra de peaufiner mes explications et de bien enrichir au fur et à mesure. C'est en continuant qu'on devient meilleur. Donc je serais ravie de prendre tous les feedbacks possibles. Et puis évidemment, si vous avez des questions, je vais tâcher d'y répondre. Ok, super. Merci beaucoup, Edwige. On a déjà une question. Oui. C'est quelqu'un qui demande quelles sont les applications de l'informatique quantique, hormis le fait d'exécuter du code plus rapidement. Est-ce qu'il y a autre chose, est-ce que tu peux un petit peu parler de ça? Oui, alors c'était alors les applications, après tout dépend si on veut parler d'applications métiers, d'applications parce que ou est-ce que tout dépend si la personne qui a cette question en tête voit son métier particulièrement, son business case, ou voilà, je ne sais pas. Mais moi, je voyais plein de choses sympas à faire, comme on le disait tout à l'heure. Ça exécute du code plus rapidement, certes, mais ça permet aussi de comment dire, on sait que ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. J'essayais en intelligence artificielle, j'essayais justement de trouver quelles problématiques pouvaient être résolues par l'informatique quantique, et on sait qu'il y a des choses sympas, comme par exemple le fameux problème du voyageur de commerce qu'on est en capacité de traiter, mais qui est trop lourd. Alors, certes, on revient systématiquement sur de la perf, mais c'est vrai que c'est quand même le vrai gros gain le vrai gros gain de l'informatique quantique, ça va être essentiellement sur la perf. Alors pas que. Pour être tout à fait franche, je pense qu'il y a un certain nombre de calculs ou de use case, cas d'utilisation, ou de calculs scientifiques beaucoup plus nombreux qui peuvent être résolus. Juste n'étant pas moi-même du domaine vraiment universitaire, R&D, je n'ai pas forcément la liste des calculs qui pourraient être résolus par le domaine. Pour moi, à l'échelle du métier, en tant que professionnel de l'IT, on est essentiellement sur des use cases qui pourraient être optimisés. Et en dehors de cette notion de performance, de résolution ou de réponse au niveau des use cases, je pense que les apports vont plus se situer au niveau de la science, au sens plus pur, et de la R&D. Donc je suis navrée, mais je note la question parce que ça pourrait être intéressant d'interagir avec des chercheurs de l'univers
qui bossent sur le sujet pour pouvoir aller au-delà. Le truc qui me... je digresse un peu dans la question, hein. Mais le truc qui m'embête, c'est que j'adore discuter avec des chercheurs. C'est des gens super brillants, c'est des gens passionnants. Je les soupçonne d'avoir eux-mêmes un ordinateur quantique dans le cerveau. mais souvent, moi, ils me perdent parfois dans leurs détails. Donc c'est pour ça que je suis d'abord obligée d'aller dans la vulgarisation et que j'ai pas la liste des use cases. Donc j'ai pas complètement répondu à la question, mais je la note pour plus tard. Ok, merci beaucoup. On approche de la fin de cette session, donc on va clore là. Okay. Juste avant que tu partes, Edwige, ouais. La personne qui avait posé cette question a précisé un petit peu plus sa question sur le chat de Azure Data Community. Donc si tu peux peut-être passer un petit coup d'œil et puis lui répondre là, ce serait parfait, comme ça Bien sûr. Il aura sa réponse. Impeccable, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci on à va vous. clore la session, puis on passe à la suite dans quelques Super. minutes. Bonne continuation. Merci.